Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de restitution du projet Valorage, le volet consacré aux pondeuses. Je suis Mélanie Goujon, chargée de mission recherche en agriculture biologique à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. J'ai piloté le projet Valorage et je vais animer ce webinaire. 3 points avec vous avant d'entrer dans le vif du sujet. Le premier point, c'est un message de service. Pour un déroulement fluide du webinaire, je vous prie de couper vos micros et caméras pendant les interventions. Concernant vos questions et vos remarques, vous pouvez les poser sur le chat au fil de l'eau et on a réservé 2 temps d'échange en complément, d'échange oral. Et je vous précise également que l'intégralité du webinaire est enregistrée pour une rediffusion ultérieure. Et j'en arrive à mon deuxième point, l'introduction via une brève présentation de Valorage. Valorage, c'est un projet qui est financé par le CASDAR, motivé par l'évolution du cahier des charges en agriculture biologique qui impose désormais une alimentation 100% bio pour tous les monogastriques, hors jeunes animaux. Il se centre sur la valorisation alimentaire des parcours et des fourrages par les porcs et les pondeuses biologiques. Généralement produits localement et non consommables par l'homme, les fourrages et parcours touchent à de nombreux enjeux alimentaires, mais pas que. Bien-être animal, cohérence de l'agriculture biologique, image des productions monogastriques, d'où l'intérêt de travailler dessus. En pratique, Valorage s'est organisé autour de 3 actions et objectifs opérationnels. Le premier, sur la connaissance des pratiques en élevage. Le deuxième, sur l'acquisition de données sur la valeur nutritionnelle des fourrages. Et le troisième, sur la mise en pratique via des essais de conduite dans des fermes pilotes. Ces 3 volets seront abordés aujourd'hui par mes collègues partenaires du projet, que je remercie, et dont vous voyez les logos à l'écran. J'en arrive à mon troisième et dernier point sur le programme du webinaire. Nous démarrons par un panorama des pratiques des éleveurs avant de nous intéresser à la perception des parcours et des fourrages par les éleveurs et par les conseillers. Nous passerons ensuite au volet nutrition avec les grands enseignements des analyses de fourrage et leur inclusion dans les tables alimentaires. Après un premier temps de questions, nous aborderons 3 essais menés en pondeuse, 2 en circuit long avec bâtiment fixe et 1 en circuit court avec des cabanes mobiles. Une synthèse des enseignements du projet vous sera alors proposée avant un dernier temps d'échange. Et sans plus attendre, j'enchaîne sur la première partie sur les pratiques des éleveurs de pondeuses du Grand Ouest. Ma diapo qui ne change pas. Oups. Voilà. Un point méthodologique tout d'abord. Les enquêtes ont été menées dans 2 régions, Pays de la Loire et Bretagne, avec des dispositifs légèrement différents. En Pays de la Loire, nous avons exclusivement travaillé avec un questionnaire papier. Le taux de réponse, 34%, assurait une bonne représentativité. En Bretagne, le dispositif était un petit peu différent. Il combinait questionnaire et entretien avec moins de retours, mais du coup plus de variété et de richesse dans les contenus. Les 2 enquêtes étaient donc très complémentaires. Par la suite, lorsque je présente des graphiques ou des chiffres, on a du coup gardé cette différence Bretagne-Pays de la Loire, puisque les dispositifs étaient différents, on ne pouvait pas agglomérer les chiffres. Et qu'est-ce qui est sorti de ces enquêtes ? Au niveau de la composition du couvert végétal, il s'agit généralement d'une prairie à dominance de graminées ou de graminées plus légumineuses. C'est une tendance qu'on retrouve vraiment dans les 2 régions, comme vous pouvez le voir sur les 2 graphiques. Au niveau de la connaissance des espèces présentes sur le parcours, c'était très variable d'un éleveur à un autre. Certains étaient très précis lorsqu'ils détaillaient les différentes espèces de graminées et de légumineuses, raigrats anglais, fétuques, dactyles, trèfle blanc. Certains allaient même jusqu'à la variété et d'autres restaient très génériques, parlant d'herbes ou de prairies, tout simplement. Côté aménagement, la majorité des éleveurs ont déjà travaillé le sujet et ils disposent d'aménagements agroforestiers, de haies, voire de fruitiers sur leur parcours. Ces aménagements leur semblent très utiles. Ils permettent aux poules d'être guidées et protégées dans leur exploration du parcours, donc d'explorer plus facilement une plus grande partie du parcours. On retrouve pour une minorité d'éleveurs, comme vous pouvez le voir, la pratique de l'ouverture des trappes sur des ovaires élargis. Cette pratique permet une meilleure exploration également, car les poules sont plus susceptibles de sortir tôt le matin et en fin de journée.
En termes de projets, beaucoup des projets d'avenir des éleveurs sont en lien avec l'aménagement du parcours, implantation de nouvelles haies, d'arbres, de haies peignes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois chez des éleveurs qui ont déjà des aménagements et chez certains qui n'en ont pas encore. Quelques mots ensuite sur la perception des parcours par les éleveurs. Pour l'immense majorité des éleveurs, 100% en Bretagne et plus de 80% en Pays de la Loire, le parcours est synonyme de bien-être animal. Il donne aussi une bonne image de l'élevage avicole. C'est une obligation réglementaire, mais beaucoup trouvent que cela participe à la cohérence du système en agriculture biologique. Les apports alimentaires sont mentionnés par une petite minorité, un éleveur sur 4. Vous voyez à l'écran quelques verbatims d'éleveurs bretons illustrant mes propos. Elles trouvent des herbes et des insectes. Elles vont chercher des trucs que l'on ne pourrait pas leur apporter. Faire sortir ces poules, c'est une question de bon sens. C'était également du bien-être animal. On voit bien, elles sont moins stressées. Au niveau des difficultés, la majorité des éleveurs n'en exprimaient pas. On était à 72% d'éleveurs en Pays de la Loire qui n'exprimaient pas de difficultés. Et lorsqu'il y en avait, c'était autour de la prédation ou de l'entretien des parcours. Pour l'avenir maintenant, les projets des éleveurs. Un éleveur sur 5 en Pays de la Loire souhaitait intégrer plus de pratiques agroforestières dans son système et côté Bretagne, les souhaits d'évolution étaient plus partagés entre des aménagements, souvent agroforestiers, et un travail sur la nature découvert. Un chiffre à noter, c'est que 40% des éleveurs souhaitaient plus d'informations sur les parcours avec des préoccupations très concrètes. C'est clairement de la valeur alimentaire, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Quand est-ce qu'on doit faucher et à quel stade? C'est un vrai métier. Voilà pour ce retour sur les enquêtes. Je suis passée rapidement tout à l'heure sur la perception des parcours par les éleveurs. Donc je vous propose maintenant de revenir dessus avec l'intervention de Lucille Montagne de l'Institut Agro. Bonjour à tous. Donc, je vais compléter les propos de Mélanie en vous présentant les résultats d'enquêtes en fait, qui ont eu lieu auprès de 223 éleveurs, donc 87 éleveurs de porcs et 136 éleveurs de poules pondeuses. Et ces enquêtes ont été complétées par des enquêtes auprès des acteurs des filières, acteurs de la recherche, du conseil, du développement, qui seront appelés des prescripteurs dans la suite de mon exposé. Alors, si on reprend les motivations qu'a déjà évoquées Mélanie précédemment, 326 arguments, sachant qu'un argument, c'est une idée en fait, qui a été donnée soit par un éleveur, soit par un prescripteur. Donc, il y a plus de motivations en fait, qui ressortent des éleveurs de poules pondeuses comparativement aux éleveurs de porcs, avec, comme il vient d'avoir été dit, une vision en fait très forte des prescripteurs et des éleveurs par rapport à l'amélioration du bien-être de leurs animaux en réponse aux attentes des consommateurs. Les prescripteurs, en fait, aussi émettent l'idée que c'est quelque chose d'important par rapport à l'image positive de la production. Et ça va concerner plus le porc, en fait, sans poser la question de comment valoriser, sachant qu'en porc, l'accès à l'extérieur n'est pas obligatoire. Ils ont évoqué aussi l'intérêt par rapport à la diminution des coûts alimentaires. Par rapport aux éleveurs, donc tous ont signé que de toute façon c'était obligatoire, et puis ont souligné comme motivation aussi le fait que les parcours et les fourrages permettaient de mieux valoriser ce qui était produit sur la ferme et de créer du lien au sol encore plus fortement. Diapositive suivante. Si on regarde maintenant les freins qui ont été évoqués par les éleveurs et les prescripteurs, 266 freins, proportionnellement plus de freins évoqués par les prescripteurs que par les éleveurs, et autant en filière pondeuse qu'en filière porcine. De nombreux freins techniques évoqués par tout le monde, des freins en lien avec la santé des animaux, les risques, donc notamment par rapport à la grippe aviaire en volaille, et puis quelque chose d'important d'évoquer, c'est une potentielle dégradation en fait, des conditions de travail avec la nécessité d'aller à l'extérieur et puis une augmentation en fait, de la durée du travail pour distribuer des fourrages en bâtiment et pour entretenir des parcours et puis des freins aussi économiques avec une crainte d'une baisse de marge et puis d'une valorisation des produits qui ne serait pas à la hauteur en fait, du travail investi. Un frein qui a été particulièrement présent chez les prescripteurs, c'est la crainte d'une dégradation des parcours avec un excès en fait, d'azote dans les sols, dans ces systèmes. Alors, passons maintenant au levier, 108 leviers, proportionnellement plus de leviers cités par des éleveurs que par des prescripteurs.
et autant en filière pondeuse qu'en filière porcine bio. Alors, la majorité des leviers, c'est des leviers techniques qui concernent l'amélioration du parcours. C'est-à-dire tout ce qui améliore le parcours et l'attractivité du parcours est considéré comme un levier important. Donc, présence d'arbres, d'arbustes, de zones d'ombre. Et puis, tout ce qui favorise en fait une bonne valorisation des parcours par les animaux, donc qui renvoie aussi à la notion dessus, de manière à vraiment avoir une expression des comportements naturels, et puis à stimuler l'ingestion de fourrage en fait sur site. Les éleveurs ont rapporté aussi de nombreux leviers pour eux par rapport à la distribution de fourrage et puis par rapport au rationnement que ça pouvait inclure et se dire bah, finalement si on donne des fourrages avec une bonne valeur nutritionnelle, on peut peut-être diminuer en fait l'apport d'aliments et donc le coût de l'alimentation. Et de fait, ce frein, enfin, ce levier potentiel donné par les éleveurs renvoie à la bonne connaissance de la valeur nutritive des fourrages et des aliments qui va vous être présenté dans la suite de ce webinaire. Merci. Merci Lucille, et c'est exactement ce que nous allons faire après nous être intéressés du coup au retour terrain. Nous allons maintenant nous pencher sur la valeur nutritionnelle des fourrages qui vous sera présentée par Laure Ravon de l'INRAE et Clémence Berne de l'ITAB. Oui, donc bonjour à tous. Je vais maintenant vous présenter les travaux qui visaient à évaluer la valeur nutritionnelle de quelques fourrages, donc verts ou conservés d'origine biologique chez les volailles. Donc l'objectif de cette étude, c'était de quantifier le plus précisément possible les apports en énergie, en protéines et en minéraux de ces fourrages, dans l'idée de pouvoir valoriser au mieux les parcours et de les utiliser comme partie intégrante de l'alimentation des volailles bio. Le deuxième objectif, c'était aussi de pouvoir référencer ces nouveaux fourrages dans l'étape d'alimentation dédiée aux matières premières d'origine biologique. La diapo suivante. Donc, elle vous présente tous les fourrages que nous avons testés dans le cadre de cette étude. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont relativement variés puisque nous avons testé différentes formes d'apport. Donc, en vert, les formes d'apport fraîches, donc les fourrages verts. Et puis en orange, les formes plutôt conservées, donc type enrubanage, les foins ou les fourrages déshydratés après récolte. Et ils étaient également issus de différentes familles, donc on avait des graminées, des légumineuses notamment. Donc le profil chimique de ces fourrages était assez variable, notamment pour leur teneur en protéines, donc qui allait de 9,6% pour les foins de prairie jusqu'à 22% pour la luzerne déshydratée. Les teneurs en cellulose étaient également très variables d'un fourrage à l'autre. Elles allaient de 17, quasiment 18% pour le mélange prairial type régras trèfle de basse qualité jusqu'à quasiment 36% pour le foin de luzerne. En ce qui concerne les niveaux d'énergie brute, les niveaux étaient relativement équivalents, autour de 4300 kilocalories par kilo de matière sèche. Seule la prairie de basse qualité de régras trèfle était un peu plus faible. Il s'agissait d'une parcelle très jeune qui n'avait jamais reçu de fertilisation organique. Donc, pour chacun de ces fourrages, nous avons mesuré leur énergie métabolisable, c'est-à-dire qu'à partir de leur niveau en énergie brute, on a mesuré l'énergie réellement utilisée et valorisée par l'animal pour ses besoins. En nutrition, on appelle ça l'EMAN. Et elle est représentée donc, sur le graphique que vous avez à l'écran. Globalement, plus les barres sont hautes et plus le fourrage est bien valorisé pour son énergie par les volailles. Donc, en violet, vous avez 3 matières premières de référence qui sont usuellement utilisées en alimentation des volailles, donc avec un maïs, un tourteau de tournesol et un son de blé bio. En vert, vous avez les fourrages présentés sous forme fraîche, et en orange, les fourrages présentés sous forme conservée. Donc, en ce qui concerne les fourrages verts, je pense que tu peux avancer encore. Donc, on peut constater une meilleure valorisation valorisation énergétique pour le trèfle blanc.
qui se rapproche d'un tourteau de tournesol bio. Et concernant les autres fourrages verts, donc on se rapproche plutôt d'une valorisation proche d'un son de blé bio. En ce qui concerne les fourrages conservés, la variabilité est un peu plus importante entre les fourrages. Elle est de 31% entre le fourrage le moins bien valorisé et le mieux valorisé. Donc on peut constater une moins bonne valorisation énergétique pour les foins. Et par contre, en ce qui concerne l'enrubanage et la luzerne séchée après récolte, donc on observe une meilleure valorisation. Du coup, pour essayer de mieux comprendre, justement cette évolution, des apports énergétiques permis par les fourrages, l'idée est d'essayer de savoir quel autre, composé des fourrages pouvait être responsable de cette faible digestibilité de l'énergie. Et donc en fait, quand on étudie, donc là, vous avez sur, l'axe, le ratio entre, l'énergie métabolisable et l'énergie brute, donc qui donne en fait la digestibilité de l'énergie en fonction, du taux de fibres, donc de fibres qui sont particulièrement résistantes à la digestion, dans l'axe, des abscisses. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, plus la teneur en fibres est élevée et plus la digestibilité de l'énergie est faible. Donc la teneur en fibres est bien un facteur explicatif de la digestibilité de l'énergie. Et donc, en termes de préconisation, c'est aussi une des raisons pour laquelle on préconise de faire pâturer, des fourrages qui sont peu fibreux et de distribuer donc des fourrages conservés qui sont également, peu fibreux. Donc, c'est pour ça que les foins sont, les moins bien valorisés et les moins recommandés. Donc de la même manière que pour l'énergie, on a cherché à mesurer la valorisation azotée des fourrages, c'est-à-dire la partie d'azote réellement utilisée par les volailles. Et donc elle est représentée classiquement par le CUD, et donc le CUD est représenté sur ce graphique. Et donc de la même manière que pour l'énergie, plus les barres sont hautes et plus le fourrage est bien valorisé pour son azote par les volailles. Donc les premiers résultats montrent que pardon, tu peux passer, ouais. Pour les fourrages verts, donc on constate une variabilité de 17% entre les fourrages les mieux valorisés et les moins bien valorisés. Notamment, on retrouve le trèfle blanc de la même manière que pour l'énergie, donc qui est le mieux valorisé pour sa protéine. Donc on se rapproche de 80% de valorisation. Et en revanche, pour le raies gras, donc la graminée, on a une moins bonne valorisation azotée. En ce qui concerne les fourrages conservés, on a une variabilité plus importante entre les fourrages, donc elle est de 26% entre le foin qui est le moins bien valorisé et tous les autres fourrages qui possèdent une relativement bonne valorisation. Et donc l'enrubanage de luzerne et la luzerne déshydratée à haute température se rapproche du CUD, donc de la valorisation d'un tourteau de tournesol d'origine biologique. Du coup, là, en fait, on vient de présenter, ouais, le coefficient d'utilisation digestive de l'azote. Donc, juste pour rappel, l'azote, ça fait partie intégrante des protéines. Donc là, pour des raisons méthodologiques, on a eu des difficultés à estimer, les apports en acides aminés. C'est normalement comme ça qu'on parle, des protéines dans les fourrages. Du coup, on vous parle, ici d'azote, mais l'idée, c'est quand même de les comparer aux autres matières premières pour, se donner une idée de l'intérêt nutritionnel, et notamment protéique des fourrages. Et donc en fait, quand on prend le coefficient d'utilisation digestible et qu'on le multiplie par l'azote, total qui est disponible dans le fourrage, on obtient, l'azote digestible. Donc là, c'est ce que vous voyez. En fait, les barres, foncées sont les parties qui sont réellement disponibles, pour les animaux. Donc tu peux avancer un petit peu, Mélanie. En fait, ici, on vous présente uniquement des ordres de grandeur puisque donc les fourrages sont des matières premières spécifiques. Comme on l'a dit, elles sont riches en fibres, donc c'est assez différent des matières premières de référence pour lesquelles on a des équations qui fonctionnent très bien, notamment pour mesurer l'azote et les acides aminés. Donc voilà, c'est à titre indicatif qu'on vous présente ces résultats. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que en effet, le trèfle blanc est de base une matière première qui est riche en protéines. C'est une légumineuse, enfin donc riche en azote. Et vu que son coefficient d'utilisation digestible est très élevé, on obtient finalement un taux d'azote digestible particulièrement important, donc ce qui en fait une matière première prioritaire à intégrer dans les parcours de volaille.
Et donc, on a pour des prairies de moins bonne qualité une teneur en azote digestible qui est également plus faible, de base avec des matières premières, enfin des fourrages présents dans les mélanges qui sont moins riches en protéines et des coefficients de d'utilisation digestive plus faibles. Et quand on regarde au niveau des fourrages conservés, donc là, on a des foins, enfin les foins qui étaient un peu de mauvaise qualité, présentent aussi une quantité d'azote totale qui limitait plus un coefficient d'utilisation digestive faible, donc un intérêt nutritionnel vraiment limité pour ce qui est de l'ordre des apports protéiques. Et donc les enrubanages et les formes déshydratées, donc de luzerne ici testées, sont les formes de fourrage conservé qui présentent les meilleures valeurs d'azote digestible. Et donc, même si, au vu de ce qu'on vous disait sur le fait que c'était une méthodologie qui était encore à travailler, il est difficile de les comparer vraiment aux matières premières de référence, mais voilà, en ordre de grandeur, on a quand même quelque chose qui n'est pas, au niveau des fourrages frais et conservés, pour les meilleurs fourrages frais, pour les meilleurs fourrages conservés, des teneurs en azote digestible qui sont intéressantes. Et donc, en fait, là, c'était hyper important de vous mettre ça parce que depuis tout à l'heure, on parle des résultats ramenés au kilogramme de matière sèche. Donc là, ce que je vous présente ici, c'est l'énergie métabolisable des différentes matières premières en fonction de la lysine brute. Donc, comme je vous le disais, on n'a pas pu mesurer la lysine digestible. Donc là, on parle uniquement de la lysine brute. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas ce qui est complètement digestible par la volaille, mais ça donne un ordre d'idée. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un peu deux groupes au niveau des fourrages. Quand on regarde en kilogrammes de matière sèche, un groupe qui est autour du tourteau de tournesol bio, où on retrouve les luzernes, les formes de fourrage déshydraté, donc qui sont très riches en lysine et puis avec des bons apports en énergie métabolisable. Et puis au centre, on a un gros groupe où on retrouve le son de blé en termes de matières premières de référence, mais aussi tous les fourrages frais et les fourrages conservés comme l'enrubanage ou les foins. Et donc là, quand on passe en fait en kilogrammes de matière brute, puisqu'en fait donc les fourrages sont quand même des matières premières qui sont riches en eau, excepté pour les formes déshydratées, là on va le voir. Donc en fait, tous les fourrages frais qui finalement ont une teneur en matière sèche de l'ordre de 20%, donc 80% de teneur, d'eau dans les fourrages. En fait, on a un effet qu'on peut dire de dilution des apports énergétiques. Puisque quand on rapporte aux matières brutes, on voit bien qu'on a finalement les fourrages frais qui perdent de l'intérêt protéique et énergétique au vu de cette très faible teneur en eau. Donc là, on voit bien que les fourrages frais se trouvent en bas à gauche du graphique qui est sur la droite. Et donc en fait, ça pose la question du niveau d'ingestibilité de ces matières premières qui sont riches en eau. En fait, l'idée, c'est des sujets qu'il faut encore travailler dans la recherche, mais ne connaissant pas bien jusqu'où ces volailles peuvent ingérer de la matière, peut-être que c'est plus important que ce qu'elles peuvent ingérer des matières premières plus classiques comme les tourteaux ou de la céréale. Ça pose la question de l'apport réel qui peut être permis par le parcours. Voilà. Et à noter du coup que les valeurs énergétiques sont dans tous les cas plus faibles pour les fourrages que ce qu'on peut retrouver dans des céréales. Donc là, on a mis l'exemple du maïs qu'on voit qui plafonne assez haut en termes d'apport énergétique, même si ses apports en acides aminés sont plus limités. Et donc, par contre, un point important, c'est quand on regarde les apports en minéraux. Donc là, on est bien ramené en grammes par kilogramme brut. Donc, c'est vraiment ce qui est disponible quand une volaille consomme. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les apports en fait en calcium notamment sont très importants pour les fourrages, plus importants que les matières premières de référence. Donc le calcium, c'est la barre qui est jaune. Ensuite, on vous présente le phosphore et le sodium en bleu. Et donc, les fourrages sont globalement très riches en calcium et en sodium. Donc, c'est deux éléments qui sont importants dans la nutrition des volailles. Donc, c'est un point à ne pas négliger. Les fourrages permettent un apport en minéraux très intéressant. Par contre, en calcium et en sodium, par contre, quand on regarde les apports en phosphore, c'est assez limité en comparaison avec les matières premières de référence. Et donc, on voit encore une fois l'effet de dilution sur les fourrages frais quand on est en kilogrammes bruts, puisque donc, au vu de la teneur en eau, les apports de minéraux des fourrages sont divisés puisqu'ils sont très riches en eau de l'ordre de 80% de teneur en eau.
Et oui, on n'a pas, ce sont des données là en brut et non pas en digestible. On n'a pas de données sur la digestibilité de ces minéraux dans le métabolisme des volailles. Donc ces premiers résultats montrent vraiment que certains fourrages ont un réel intérêt pour l'alimentation des volailles, et notamment les légumineuses qui semblent mieux valorisées. En revanche, les fourrages plus fibreux et donc plus riches en lignine semblent un peu moins, enfin, semblent moins digestibles et moins favorables du coup pour les volailles. Et ces premiers résultats ont aussi montré donc que les apports en calcium et en sodium étaient très intéressants donc pour les fourrages. En termes de perspective, des travaux supplémentaires sont à réaliser donc pour apporter de la robustesse à ces résultats. Ces travaux restent très encourageants, mais sont à consolider car il s'agit vraiment là des premières données. Nous avons pu constater quand même de grandes variabilités dans les résultats. Et de même, nous avons été confrontés à devoir adapter des méthodes, les méthodes classiques de mesure. Et donc, on doit continuer à consolider nos résultats. Et notamment, des travaux aussi seraient à réaliser, notamment pour mieux connaître les niveaux d'encombrement et d'ingestibilité maximale des fourrages frais. C'est comme l'a dit Clémence, donc ils présentent de très bons résultats, mais ils ont également une très forte teneur en eau, ce qui entraîne un effet de dilution non négligeable. Donc du coup, tous ces résultats sont très encourageants, mais à consolider pour la suite. Merci Clémence et Laure. Effectivement, c'est le démarrage des analyses de fourrage pour les monogastriques. Donc des premières données encourageantes, mais à continuer de travailler. Alors, ces données nutritionnelles sont intégrées dans des tables alimentaires et Gilles Tran de l'Association française de zootechnie va nous expliquer en quoi cela consiste et comment ça se présente. Voilà, donc bonjour, donc je vais vous présenter donc les tables alimentaires Valorage, donc qui sont un peu très innovantes parce que c'est quand même c'est partie des premières tables montrant des données monogastriques, notamment volailles, pour les fourrages. Voilà, donc il y a la suivante. Voilà, donc les tables ont été établies donc, à partir des données mesurées en laboratoire dans le programme Valorage et qui sont des échantillons mesurés sur des exploitations bio. Donc on est vraiment dans le sujet. Et elles ont été complétées. Alors comme il s'agit de faire des tables, donc on a complété ces données avec des données qu'on avait dans la littérature scientifique, et notamment dans la banque de données d'alimentation animale dont l'AFZ s'occupe. Et on a également, dans certains cas, complété les données par les équations de prédiction. Alors, elles sont fournies, les tables seront fournies dans un format de fichier Excel, hein, ça sera extrêmement simple d'utilisation. Alors, elles contiennent des données sur 36 fourrages. Alors, qui sont pour moitié des fourrages verts, dont des prairies, des ensilages, quelques foins, et puis des fourrages hydratés. Et ont été également ajoutés au programme en fait, des produits qui ont été traités, notamment par INRAE, en dehors de valorage, mais qui ont été réutilisés donc, pour les tables. Voilà, ensuite. Alors, les données qui sont dans les tables, en fait, c'est d'abord bien sûr de la composition chimique, hein, donc matière sèche, protéines, différentes mesures de fibres, les matières grasses, les cendres, et également, comme ça a été signalé, l'azote non protéique, une particularité des fourrages est que l'azote mesuré, alors en général, quand on fait des mesures de protéines, on prend de l'azote minéral, on multiplie par 6,25. Ce qui se passe dans le cas des fourrages, c'est que ça a tendance à surestimer la teneur en protéines réelles. Et donc, du coup, les tables fournissent ici une notion d'azote non protéique qui permet en fait de mieux compenser de mieux évaluer en fait la protéine réelle des fourrages. Il y a également, c'est aussi très novateur, des valeurs d'acides aminés. Donc, là, cette fois-ci, on est bien dans la protéine réelle. Les minéraux. Alors là, on est en volaille, mais c'est vrai on a pas mal de données porc, d'énergie et également des acides aminés digestibles en porc. Et en volaille, on a les acides aminés, enfin le MAN, donc l'énergie métabolisable apparente corrigée pour l'azote, et puis la digestibilité de l'azote. Alors dans les tables, en fait, les valeurs d'acides aminés et les valeurs volaille ne sont montrées que pour les valeurs mesurées en laboratoire. En volaille, comme l'acide aminé, on n'a pas fait de mesures prédites. Donc là, on a limité vraiment les données aux données pour lesquelles on avait vraiment une très forte confiance.
Alors, les données sont présentées à la fois sur matière sèche et produits bruts, puisqu'il y a quand même une très forte différence en fourrage due à la matière sèche. Euh, donc là, on a, donc là, donc là, vous avez vraiment une copie d'écran en fait des tables, hein. Vous avez les 36 produits. Donc ça, c'est l'écran qui présente donc la composition chimique, hein. Vous avez la matière sèche, protéines, cellulose, matière grasse, cendre, et puis trois types de fibres. Donc ici, elles sont exprimées sur matière sèche, et vous aurez également dans dans le fichier Excel une feuille de calcul avec les mêmes valeurs, mais sur produit brut. Voilà. Donc vous avez bien sûr, alors bien sûr, les valeurs sur produit brut sont beaucoup plus faibles que les valeurs sur matière sèche, hein, puisque c'est dilué par l'humidité. Voilà. Mais ça permettra comme de relativiser donc les valeurs. Alors également, on a les valeurs d'acides aminés. Alors comme je le disais, là vous avez des trous parce qu'en fait on a mis dans les tables uniquement les valeurs qui avaient été mesurées à valorage ou également dans certains cas, mais on a quand même limité ça, les valeurs de la littérature. En ce qui concerne les fourrages frais, là on a vraiment que des valeurs mesurées à valorage. Euh, pour la même raison, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même, en fourrage, on a quand même une difficulté du fait de la présence d'azote non protéique, ce qui fait que ces mesures-là ne sont pas très très faciles à faire. Mais là, on a un peu des valeurs un peu uniques et extrêmement intéressantes. Euh, Également, bien sûr, les valeurs de minéraux. Alors, les minéraux, calcium, phosphore, c'est assez bien rempli. On a un peu moins de valeurs. Il y a quand même quelques trous pour les autres aliments, pour les autres minéraux, et notamment en oligo-éléments. Et, euh, et comme pour les acides aminés, on ne peut pas vraiment faire de prédiction. Là, c'est vraiment des choses qui peuvent être mesurées. Et donc, du coup, dans les tables, on a indiqué que les valeurs qui étaient soit mesurées et, dans certains cas, complétées avec de la littérature. Alors, en ce qui concerne les valeurs énergétiques azotées volailles, donc on a deux colonnes, hein. Une colonne coque et puis une colonne poulet qui est calculée à partir de la précédente, donc EMAN, avec une digestibilité apparente de l'azote. Même remarque que précédemment, ici vous n'aurez que les valeurs mesurées dans le cadre de valorage, sauf pour deux ou trois produits pour lesquels on a pu faire des prédictions, mais c'est pas pour les fourrages en tant que tel, hein. Pour les fourrages, c'est-à-dire fourrage frais, fourrage déshydraté, ensilage, etc. Là, ce ne sont vraiment que les mesures réalisées dans le cadre de valorage à INRAE. Et feuille de calcul, en fait, c'est une liste en fait, des différents paramètres montrés dans les tables avec leurs expressions et leurs définitions. Voilà, c'était rapide, mais je pense que j'ai fait le tour en fait des tables. Merci beaucoup. Merci Gilles pour cette présentation synthétique sur les tables. Et c'est le moment pour nous de prendre un petit temps d'échange et de questions. Cap sur les essais menés en ferme pilote. On va démarrer par les essais en circuit long qui sont avec bâtiments fixes où des parcours enrichis en protéines ont été implantés. C'est un travail que nous vous présenterons à deux voix, Anthony Dean de l'ITAVI et moi. Et j'en profite pour remercier Geoffrey Chiron de l'ITAVI qui a coordonné l'ensemble des essais qui ont été menés en pondeuse dans le cadre de valorage. Alors j'ai quelqu'un qui a son microphone d'ouvert, si la personne peut le fermer s'il vous plaît. Merci. Au niveau de l'aménagement des parcours, l'objectif des essais est d'évaluer l'enrichissement en protéines des parcours sous plusieurs angles, les performances techniques, donc l'impact alimentaire, le bien-être animal et le travail des éleveurs. Deux essais similaires ont été mis en place dans deux situations climatiques contrastées, l'un dans l'ouest, dans le Finistère, et l'autre dans le sud de la France, en Isère. Dans la suite du support, nous avons distingué à chaque fois les deux essais avec le logo de chaque région, ce qui permet pour vous de les identifier facilement. Les dispositifs étaient, comme je vous le disais, similaires. Pour chaque parcours, deux bandes enrichies ont été semées. Elles étaient perpendiculaires au bâtiment pour éviter un effet mur et avec une protection au démarrage pour éviter que les poules ne détruisent le couvert avant qu'il n'ait pu s'implanter. Les largeurs étaient adaptées dans chaque exploitation pour correspondre au matériel disponible et les bandes allaient jusqu'au bout du parcours, presque jusqu'au bout du parcours, pour inciter à une exploration maximale. Les deux suites, pour vous donner un peu plus d'informations sur les deux suites suivies.
Le premier, en Isère, est à gauche. Il comportait 2 bâtiments, un de 6000 poules et un de 9000 poules. C'est peu visible à l'écran, mais sur l'ensemble des parcours, il y a des noyers en quinconce qui ont été implantés. Ils sont encore jeunes, donc ils ne sont pas productifs pour le moment. On distingue peut-être quelques points à l'écran, mais c'est vrai que c'est pas très visible. Et au niveau des parcours, il y avait 5 parcours sur cet élevage. 2 parcours qui ont servi d'essai. C'est les 2 parcours attachés au bâtiment de 6000 poules et les 3 autres servaient de parcours témoins. Côté Finistère, il y avait un seul bâtiment qui avait du coup 4 parcours. On en a retenu un pour l'essai, un témoin et 2 n'ont pas été étudiés. Et là encore, il y avait des aménagements, des haies bocagères, des haies en peigne à la sortie des trappes et 8000 arbres implantés sur l'ensemble des parcours, des arbres fruitiers et des arbres destinés à du bois d'œuvre. Dans les 2 cas, les bandes mesuraient 100 mètres x 6 mètres et démarraient à environ 20 mètres des trappes et s'arrêtaient 20 mètres avant la fin, avec l'objectif du coup de permettre la meilleure exploration possible des volailles, tout en restant simple pour le côté mécanisation. Nos semis. On est parti d'un semis en début d'automne, en 2021, dans les 2 cas. Le mélange était maximisé en protéines, avec 70% de légumineuses et 30% de graminées en nombre de pieds par hectare. Au niveau des chiffres du mélange, on était à du coup 12 kg de luzerne, 6 kg de raisin anglais, 4 kg de trèfle blanc, 6 kg de fétuque élevé, 3 kg de trèfle violet et 1 kg de chicorée. Donc vous voyez la répartition sur le graphique ici. Ensuite, les parcours n'ont pas été exploités au même moment. Pourquoi? Tout simplement à cause de la grippe aviaire qui, en Bretagne, a empêché la tenue des essais la première année. Donc un des couverts en région Aura a été exploité par les volailles au bout de 6 mois et l'autre couvert a eu 18 mois pour s'implanter avant que les pondeuses arrivent dessus. En termes de levée derrière, on est arrivé à 41% de légumineuses au moment de l'utilisation en Bretagne et 46% en région Aura. Dans les 2 cas, on voit que la luzerne, qui était très présente dans notre mélange, finalement n'était pas si présente que ça au moment de l'exploitation. Donc voilà, est-ce que des petits soucis au moment du semis, ça a très peu donné et on avait à chaque fois pas mal d'adventices, ce qui pose aussi des questions sur la qualité du semis et son importance. Et derrière, comment est-ce que ce couvert a été utilisé par les volailles? C'est là que je laisse la parole à Anthony pour vous présenter la suite de l'essai. Bonjour, merci Mélanie. Donc pour vous présenter l'utilisation du couvert, je vais d'abord vous parler de la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour les observations du couvert, ce que vous voyez sur les tableaux qui sont à droite de la diapositive, c'est que pour la région Aura, donc, on a observé les couverts de juin à octobre. Et par rapport à la hauteur du couvert, on a observé une diminution globale d'environ 8 cm. Ensuite, au fur et à mesure du temps, par rapport à la part de couvert intact, on a une diminution qui allait jusqu'à 65 points. Par rapport aux espèces présentes sur ces bandes de couvert, on a noté une disparition progressive et jusqu'à une disparition finale en fait des légumineuses qu'on avait implantées et au même moment un taux de sol nu qui a considérablement augmenté allant jusqu'à 65 points de plus que ce qu'on avait en situation de départ. Donc finalement, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui s'est passé avec ce taux de sol nu et je dirais peut-être cette disparition également de légumineuses va être notamment dû aux conditions climatiques qu'on a dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'était du coup une période qui était quand même assez sèche et on a aussi semé le couvert de manière un petit peu tardive également, ce qui a peut-être retardé la levée et ainsi de suite. En ce qui concerne les observations... Ah non, on peut revenir... Oui, ou sinon on fait celle-là et on revient après alors. Ouais, voilà, on va faire celle-là et on reviendra après. Donc là, c'est juste pour vous montrer justement le contexte un petit peu sec qu'on a eu un an après le déroulement de l'essai. Ce que vous voyez sur la première photo, donc celle qui est en haut à droite, c'est les résidus de la bande qu'on a implantée. Et juste en dessous, un quadrat qu'on peut observer dans l'une des bandes qu'on avait implantées.
Ce que vous voyez surtout, c'est, je dirais, les 68% de sols nus qu'on retrouve en région Auvergne-Rhône-Alpes après notre essai. Est-ce que tu peux retourner juste en arrière pour parler un petit peu de la Bretagne? En ce qui concerne les essais déroulés en Bretagne, donc là, ça a été observé de septembre à octobre. On a d'abord vu une diminution d'environ 2,5 cm pour le couvert, puis une hauteur globalement stable. Pour la part de couvert resté intact, il a diminué, donc il a très certainement été un peu consommé par les volailles, jusqu'à 40 points. Pour les espèces présentes, cette fois-ci, on retrouvait quand même des légumineuses à la toute fin, malgré une part assez réduite. Et pour le taux de sol nu, on a eu une augmentation de 14 points. Et donc là, du coup, est-ce que tu peux passer les 2 diapos? Voilà. Donc, par rapport à l'exploration des volailles dans cette bande, est-ce que finalement, ces bandes de couverts enrichis en protéines ont permis une exploration plus précoce? Pour ce qui est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, oui, effectivement, nos volailles sont sorties plus tôt sur le parcours et ont exploré plus tôt. Est-ce que l'exploration se faisait de manière, je dirais, plus importante que d'habitude? En Auvergne-Rhône-Alpes, on a eu des volailles qui allaient quand même assez loin sur le parcours. On en retrouvait toujours soit sur la zone milieu de parcours, soit sur la zone fond de parcours. Comme vous l'avez vu sur le diagramme, enfin non, pardon, sur le schéma des 2 exploitations en début de talk, nos bandes faisaient environ 100 mètres de long. Donc ça veut dire que nos volailles, elles allaient quand même assez loin, soit en suivant la bande, soit en suivant la clôture de la bande. Et comme je vous le disais, finalement, les volailles en Auvergne-Rhône-Alpes, on les retrouvait aussi bien dans les bandes de couverts enrichis que sur le couvert naturel qu'il y avait à côté. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce qu'on peut juste retourner en arrière, s'il te plaît? Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, là, on n'a pas constaté d'exploration précoce. Ça s'est déroulé, je dirais, comme d'accoutumé. On a eu une exploration qui était effectivement, oui, plus importante, mais uniquement sur la zone milieu de parcours, donc elle n'allait pas jusqu'au fond. Et là aussi, on les retrouvait à la fois dans la bande que sur le couvert naturel. Pour vous illustrer tout ça, on peut passer à la diapositive suivante. Ce que vous voyez, donc on va balayer de la gauche à la droite. Donc d'abord sur la photo en haut à gauche, vous avez donc une photo qui a été prise en juillet 2022, il me semble, où on voit effectivement la bande de couverts enrichis, donc avec nos pondeuses, hein, qui sont une joie de découvrir, ou en tout cas d'explorer cette bande. Et ce que vous voyez également surtout à côté, donc c'est l'extérieur de la bande qui commence réellement à griller en fait. Ensuite, juste en dessous de cette photo de début juillet, vous avez un quadra qui a été observé en septembre. Donc là, c'est encore pour insister sur le taux de sol nu très important suite à l'été en région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ce qui est de la Bretagne, donc les 2 photos ont été prises en septembre. Vous avez la bande qui est très fournie et le reste du couvert qui est très fourni, et le quadra juste en dessous. Donc, si vous voulez, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a vraiment eu, je dirais peut-être la malchance d'avoir de gros épisodes de sécheresse qui ont fait que les bandes de couverts ont un peu périclité, je dirais, ou ont été décimées par les poules, avec un peu de chance. Alors qu'en Bretagne, le climat plus favorable, plus humide, a permis de compenser, je dirais, la consommation des volailles par la repousse du couvert. Tu peux passer à la suite. Pour ce qui est des comportements, ils ont été observés donc aussi bien en Auvergne-Rhône-Alpes qu'en Bretagne via l'outil Eben pour évaluer le bien-être directement en élevage. Ce que vous voyez là sur les différents histogrammes, ce sont différentes zones qu'il peut y avoir au niveau du parcours, et sur la barre la plus à droite, vous avez le couvert, donc ce qui a été implanté. Donc en région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui a été observé au niveau du couvert, c'est essentiellement un comportement exploratoire. Avec l'augmentation progressive du taux de sol nu, on a également pu observer des bains de poussière dans les bandes. Pour la région Bretagne, au niveau du couvert, là, on a essentiellement du comportement exploratoire.
Et puis, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, sachant que ça a bien repoussé grâce au climat favorable, très peu de sol nu, donc on avait quand même peu de chances d'avoir des bains de poussière. Tu peux passer à la suite. Par rapport à l'impact sur les performances, donc là, il faut bien se dire qu'on est sur un retour d'expérience. On n'a eu qu'un seul cas d'étude, mais surtout sur une seule année. Donc, ce que je veux vous présenter là, c'est surtout des tendances. Sur les points positifs, ce qu'on a constaté, c'est une augmentation du taux de ponte pendant et après l'accès au parcours enrichi, enfin aux bandes enrichies. De même, on a eu une diminution du taux de mortalité pendant l'accès au parcours enrichi. Point un peu plus négatif, et je dirais même très négatif, c'est une augmentation de la consommation d'aliments après avoir eu accès à ce parcours. Voilà. Donc ça, je vous le rappelle, c'est toujours que des tendances. Est-ce que je peux avoir la suite, s'il te plaît? On a également du coup interrogé les premiers concernés, donc les éleveurs, sur l'impact de nos protocoles et de nos projets sur leur travail et leur qualité de vie. Dans un premier temps, par rapport à leur ressenti, unanimement, enfin les deux éleveurs qui ont suivi l'essai avec nous, ont constaté un comportement exploratoire de leur volaille qui était plus précoce, plus prononcé et du coup beaucoup plus valorisant, je dirais, pour l'éleveur plein air et aussi pour les riverains qui pourraient passer à côté. Vraiment cette image de la production plein air, avoir nos volailles dehors, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, pour ce qui est de l'impact sur les performances, il reste encore difficile à estimer parce que, comme je vous le disais, on n'est que sur une année, un lot et un cas d'étude. Mais néanmoins, ils ont quand même été assez emballés par le projet et voulaient continuer la démarche en proposant notamment des optimisations comme incorporer de la luzerne qui était autoproduite par l'un des éleveurs dans les bandes, par exemple, pour continuer l'expérimentation, ou alors faire en sorte que les bandes puissent être des liens continus avec des éléments agroécologiques, comme agroforestiers, pardon, comme les périphériques et ainsi de suite, et pouvoir favoriser finalement le déplacement de leurs volailles et l'exploration de leurs volailles. Par rapport au temps passé avec deux bandes de semis, donc là, c'est uniquement si on prend en compte, je dirais, la mise en place de l'essai. Il a été estimé que le temps de préparation par parcours, donc tout ce qui allait être travail du sol, semis, clôture des bandes pour empêcher l'accès dans un premier temps aux volailles à ces bandes, ça a été estimé environ à 4 à 5 heures par hectare. Ensuite, on a également caractérisé des fauches d'entretien qui peuvent intervenir pendant le déroulé de l'essai sur les bandes à environ 1 heure par hectare. En ce qui concerne le coût, là, c'est assez variable. On a été de 600 à 1800 euros par hectare. En fait, la très forte variation, vient surtout des clôtures que vous allez engager et investir finalement parce que toutes les clôtures ne se valent pas, j'ai envie de dire, et les prix sont extrêmement variables en fonction de la clôture que vous allez choisir d'utiliser. Nous, on voulait vraiment que le couvert puisse avoir le temps de pousser et vraiment priver, je dirais, les volailles couverts trop jeunes encore. Donc c'est vrai qu'on a investi quand même pas mal d'argent sur les clôtures. Et je te laisse la suite. Merci Anthony. Et voici pour ces premiers essais en circuit long avec le bâtiment fixe. Et maintenant, nous passons au deuxième type d'essai mené. Donc là, sur une exploitation en circuit court avec des cabanes mobiles, nous avons tenté une diminution de la teneur en protéines de l'aliment, tout en proposant également un parcours enrichi en protéines. Et nous présenterons également cet essai à 2 voies. Pour démarrer, le site suivi comportait un seul parcours commun à 4 cabanes. Le parcours faisait 1 hectare 3 et comportait 4 cabanes. Les cabanes étaient déplacées régulièrement, idéalement chaque semaine, et le parcours comportait également 250 arbres fruitiers, des pommiers qu'on ne voit pas non plus sur les photos, mais qui sont bien présents. Le parcours avait été semé en 2018 et à la base, il était déjà enrichi en légumineuses avec de la luzerne, de la chicorée, du trèfle blanc et violet et de la fétuque en graminées. Notre objectif ici était d'aller un peu plus loin. En fait, c'est de voir si l'enrichissement du parcours permettait de compenser une baisse de protéines dans l'aliment.
C'est quelque chose qui avait déjà été vérifié sur des poulets de chair dans de précédents projets, mais pas sur des pondeuses. Donc, la démarche adoptée, c'était d'abord de faire un diagnostic sur l'état de la prairie, qui avait quand même 4 ans. Ensuite, d'analyser les matières premières présentes sur l'exploitation pour, pour savoir de quoi on disposait pour formuler un aliment, puisque l'objectif était de rester avec de la production au maximum locale. Puis derrière, de formuler ce nouvel aliment à produit, puis de le tester. Première étape, donc, le diagnostic de la prairie. La prairie semée était riche en protéines. Le mélange avait été établi en fait sur des bases similaires à celui des essais précédents, mais avec une base de graminées plus importante, alors que nous, on avait vraiment tenté de maximiser les protéines. Donc là, en termes de proportion, on avait 15 kg de graminées, fétuques et RGA, 4 kg de trèfle blanc, 9 kg de luzerne, 2 kg de chicorée. Au bout de 4 ans, ce qu'on observe, c'est que le couvert restait en bon état, malgré quelques zones nues, et il restait très riche en légumineuses, plus riche même que ceux qu'on avait implantés dans les essais circuits longs, qui pourtant à la base comportaient une proportion plus importante de légumineuses. Et c'est à ce moment-là que je cède la parole également à Anthony pour travailler sur la formulation de l'aliment. Oui, donc je reviens par rapport à la formulation de l'aliment. Effectivement, ce qu'il faut se dire, et je dirais peut-être ce qui va être primordial au tout début, puis on en parle depuis le début de ce webinaire, ça va être tout d'abord d'analyser les matières premières que vous comptez utiliser en termes de matière sèche, taux de protéines, matière grasse, phosphore et calcium. Là, nous, pour notre essai, l'éleveur avait pour volonté d'intégrer du tourteau de chanvre dans sa ration. Donc, on a également analysé au niveau de ce tourteau tout ce qui allait être teneur en différents acides aminés. Et les plus essentiels, je dirais, pour la volaille, ça va être notamment la lysine et la méthionine. Ensuite, une fois qu'on a eu ces analyses-là, il a fallu formuler 2 types d'aliments, soit l'aliment entrée milieu de ponte, soit l'aliment persistance fin de ponte. Pour chacun de ces 2 aliments, le but, ça a été de baisser d'1% le taux de protéines dans chacune des 2 formules, faire baisser également la part de soja qui a été baissée entre 1,5 et 2,5%, et enfin augmenter la part du tourteau de chanvre, en allant de 1 jusqu'à 3%. Et voilà. Par rapport au déroulé de l'essai, donc la distribution de ces aliments déconcentrés a eu lieu sur 2 des 4 cabanes que composait du coup le parcours, sur la période de juin 2022 à août 2022. Pour la suite de la présentation, j'attire votre attention tout d'abord sur le tableau. Ce que vous voyez, donc, vous voyez que le bâtiment P1 a été catégorisé en essai, donc ça veut dire qu'il a eu un aliment déconcentré, ainsi que le bâtiment P4. C'est les bâtiments que vous retrouvez sur le schéma en haut du schéma, donc les bâtiments estampillés essai. Ensuite, pour les témoins, ce sont ceux qui sont estampillés P2 et P3, donc ceux que vous allez retrouver en bas du schéma. Malheureusement, on a dû arrêter assez prématurément l'essai à cause de la claustration des volailles due à l'influenza aviaire. Concrètement, on ne pouvait pas continuer de leur donner un aliment déconcentré en protéines sans leur permettre de compenser cette perte via l'accès au parcours. Donc on a dû arrêter. Est-ce que tu peux passer à la suite? Pour ce qui est des résultats, donc là encore, on est sur un retour d'expérience, un seul cas d'étude, une seule année. Ce que vous pouvez voir notamment sur l'essai en P1, c'est un taux de mortalité qui est nettement plus important que les autres bâtiments, enfin les autres cabanes. Cette augmentation du taux de mortalité, elle est surtout due à la prédation et à la prédation aérienne par des buses. Ensuite, si on s'intéresse aux indices de consommation, donc vous pouvez voir en P1 et en P4, respectivement, un indice de consommation de 2,11 et 2,15. Ces indices de consommation, si vous regardez ceux des témoins, on est finalement dans la fourchette des témoins. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à l'évolution des taux de ponte? Donc pour ce qui est de l'évolution des taux de ponte, là ici, tout d'abord, sur votre droite, vous avez
taux de ponte des bâtiments essais, donc P1 et P4, donc soit sur la bande N-1, donc la bande antérieure, soit la bande N-2, donc encore antérieure, et enfin les taux de ponte sur la bande essai. En bas du schéma, vous avez les taux de ponte pour les 4 cabanes, que ce soit avant l'essai ou pendant l'essai. Donc globalement, on a une situation qui est un petit peu contrastée entre nos deux cabanes à essai, donc la P1 en bleu et la P4 en jaune. Ce qu'on voit tout de même, c'est que globalement, entre chacune des cabanes, on a réussi à maintenir le taux de ponte. On n'a pas eu d'effondrement suite à la distribution de ce nouvel aliment. Eh bien, je te redonne la parole, il me semble. Oui, exactement. Merci Anthony. Donc voilà, on vous avait présenté 3 essais un petit peu perturbés par la grippe aviaire qui est venue jouer le rôle de perturbatrice là-dessus et sur bien d'autres choses, et qui a fait qu'on n'a pas pu mener l'ensemble des essais qu'on souhaitait mener dans les conditions prévues. Voilà. Mais on va tout de même, pour conclure, par procéder à un exercice de synthèse en donnant quelques préconisations sur l'implantation et sur la gestion des parcours riches en protéines. Effectivement, on ne va pas forcément aussi loin qu'on aurait souhaité pouvoir aller, puisque, comme on vous le disait, on n'a pas pu mener les essais aussi longtemps et dans les conditions souhaitées. Donc là, on va encore présenter à 2 voix, moi pour la partie végétale et Anthony plus pour la partie animale. Et je démarre avec la partie végétale. Au niveau des espèces à semer, elles sont bien évidemment à adapter en fonction des conditions pédoclimatiques de son exploitation. Et donc là, vous pouvez vous référer notamment à ce qu'utilisent aussi les éleveurs bovins autour de vous, puisque eux ont l'habitude de choisir des mélanges qui sont adaptés chez eux. De favoriser les mélanges multi-espèces afin de profiter au maximum des qualités de chaque plante et de garder une part de légumineuses. C'est vrai qu'on tente au maximum d'augmenter l'apport en protéines, mais pour la durabilité du couvert et pour qu'il reste, c'est important d'avoir quand même des graminées. On était descendu peut-être un peu beaucoup, donc au minimum garder un quart à un tiers de graminées dans le mélange pour assurer sa durabilité dans le temps. En dessous, vous trouvez un tableau qui répertorie un petit peu les différents critères à prendre en compte lors du choix des plantes et des espèces à mettre en face, donc qui sont bien sûr à associer pour avoir la prairie qui correspond à vos besoins. Au niveau de l'implantation, pour des cabanes mobiles à bien implanter sur l'ensemble du couvert. Sur un bâtiment fixe qui est déjà en place, ce qu'on recommande, c'est un petit peu le dispositif qu'on a adopté. Donc des bandes perpendiculaires au bâtiment pour éviter cet effet mur. Si c'est des bandes qui sont parallèles, les volailles risquent d'être bloquées par l'effet mur de la bande. De démarrer 10 à 15 mètres minimum après les trappes, parce que c'est une zone qui est généralement pas mal dégradée par les animaux. Ça ne vaut pas forcément la peine d'implanter un couvert plus onéreux à cet endroit-là, et de bien l'implanter sur tout le long du parcours pour favoriser la prospection des animaux jusqu'au fond. Et dans la mesure du possible, d'avoir plusieurs bandes afin de pouvoir réaliser des rotations, d'en protéger une, et puis après de redonner accès afin qu'elle ait le temps de se régénérer. Quand implanter, on conseille plutôt d'implanter en fin d'été pour les espèces à développement lent, et dans la mesure du possible, si vous pouvez implanter avant le démarrage de l'activité avicole pour que le couvert ait bien le temps de se développer, c'est l'idéal. Et sinon, favoriser les périodes de vide sanitaire et bien intervenir à des moments où les poules ne sont pas sur le parcours, donc où les trappes sont fermées lorsqu'elles sont présentes. Au niveau de la préparation du sol, on est sur quelque chose de très classique, avec une bonne préparation du sol, un semis à faible profondeur, 1 cm maximum, soit à la volée avec un semoir à céréales avec des descentes relevées, ou alors en ligne, mais alors avec un faible écartement et un passage croisé pour bien avoir une bonne densité et une homogénéité de semis. Et pensez à passer le rouleau derrière pour un meilleur contact entre la graine et la terre, parce que ce sont généralement des graines de petite taille. On n'a pas testé dans le cadre du projet la technique du semis sous couvert, mais c'est quelque chose qui peut permettre de sécuriser
le semis de la prairie. Et c'est une piste intéressante pour nous, puisqu'on a quand même eu des difficultés à l'implantation des prairies. Si c'est une thématique qui vous intéresse, vous pouvez aller voir les travaux menés par la ferme expérimentale de Torigné d'Anjou, qui est en bovin, dans les Pays de la Loire, et qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Au niveau de la gestion du couvert, après le semis, c'est important de protéger le couvert, puisque au départ, les plantules peuvent être très rapidement dégradées et voir les graines consommées par les volailles. Donc de protéger avec des filets, avec une hauteur minimum d'1 mètre, des mailles étroites pour éviter que les poules ne se coincent dedans, éventuellement électrifier. Et de l'aménager de façon à pouvoir ouvrir facilement les extrémités et latéralement, en fait, pour qu'au moment où on veuille donner accès aux volailles, ce soit facile de le faire. C'est ce point de mettre en défense finalement une partie du couvert, c'est quelque chose qui peut peut-être donner lieu à des échanges avec l'organisme certificateur, mais c'est bien autorisé par le guide de lecture. Donc on vous a mis la référence ici. Au niveau des fauches, elles sont importantes. On a vu que les volailles digéraient mal, valorisaient mal les plantes âgées qui se sont du coup lignifiées. Donc c'est important de le faire quelques semaines avant l'accès des animaux pour qu'elles aient un couvert qui soit à la fois jeune, dense, diversifié et appétant. Et quand le couvert s'est trop développé, ça peut faire un effet mûr. Donc c'est aussi possible de faucher les premiers mètres pour encourager les animaux à aller un petit peu plus loin. Et derrière, pour permettre une meilleure durabilité du couvert, lorsqu'on a des bâtiments fixes et qu'on a opté sur ce système en rotation, l'idée c'est d'ouvrir alternativement, si on est sur 2 bandes, une bande puis l'autre pour permettre une fauche de nettoyage et une régénération pendant que l'autre bande est exploitée et ainsi de suite. En cabane mobile, de déplacer les cabanes régulièrement en fonction de l'état du couvert pour éviter l'apparition de sols nus et s'assurer que l'ensemble du couvert soit utilisé. C'est vrai qu'avec des cabanes mobiles, ça favorise l'exploration de l'intégralité du parcours, puis qu'avec des bâtiments fixes, bien forcément, les zones plus à proximité du bâtiment vont un petit peu plus être explorées que les zones très loin. Mais là encore, il est important de penser à faire des fauches d'entretien s'il y a des zones qui sont moins exploitées, avec un couvert qui deviendrait vieillissant et donc moins intéressant nutritionnellement parlant et moins appétant aussi pour les volailles. On a parlé énormément du couvert, mais vous avez vu que tous les éleveurs chez qui les essais ont été menés disposaient d'autres aménagements avec des arbres, des haies, etc. Ces aménagements sont indispensables pour une bonne utilisation du parcours par les animaux, puisqu'ils leur permettent de s'adapter au climat en fournissant des éléments d'ombrage qui apportent de l'ombre, mais aussi de la fraîcheur. Ça leur permet aussi d'être protégés des prédateurs en offrant la possibilité de se cacher et d'explorer en toute confiance en étant guidés par les éléments, les haies, les peignes, des haies périphériques, des arbres, des bosquets. Alors Valorage n'a pas spécifiquement exploré ce volet, nous on était plutôt sur le couvert en lui-même, mais d'autres projets ont travaillé dessus, notamment le CASDAR Parcours. Et si vous souhaitez approfondir la question, je vous invite à consulter leur guide technique que j'ai mis en capture à l'écran. Mathilde, si tu peux mettre le lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés, ce serait parfait, merci. Ce guide est vraiment très complet, donc si vous voulez approfondir les choses, vous pouvez vous y référer. Et on va basculer sur le volet plutôt animal, et c'est là de nouveau que je te laisse la parole, Anthony. Oui, merci. Alors, encore quelques préconisations si, par exemple, vous êtes fabricant d'aliments à la ferme et que vous avez, comme nous, dans la deuxième partie du projet, cette idée d'utiliser une partie ou votre parcours, votre couvert extérieur comme complément alimentaire. Donc tout d'abord, hein, ça semble évident, mais oui, effectivement, il faudra implanter ce couvert. Là, ce qu'on a vu sur l'essai, c'est qu'il avait été implanté en 2018 et nos observations avaient lieu sur la période 2021-2022. Donc il faut déjà implanter ce couvert riche en protéines. Ensuite, effectuer un état des lieux de vos matières premières pour pouvoir ensuite formuler votre aliment. Donc là, bien évidemment,
Si vous commencez à faire des changements dans les formules de vos aliments, il faut y aller par étapes. Parce que si vous faites des changements trop brutaux, vous risquez d'engendrer des carences alimentaires. Et ces carences alimentaires pourraient notamment conduire à des comportements indésirables de vos volailles. Et quand je parle de comportements indésirables, j'entends piquage sévère qui nous conduirait à de la mortalité. Donc il faut vraiment y aller par étapes. Ensuite, effectuer des tests à petite échelle avant de le généraliser à l'ensemble de votre bâtiment. Et bien évidemment, si jamais vous comptez utiliser votre parcours comme complément alimentaire, il faut que, je dirais, vos tests aient lieu pendant que la ressource végétale est suffisante pour compenser votre dégradation protéique de l'aliment. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante, s'il te plaît? Donc, comme je vous l'ai expliqué pendant notre essai, et là c'est exactement la même chose qu'il faut faire, c'est tout d'abord conduire des analyses sur vos matières premières. Donc, les indispensables, et je dirais peut-être les récurrentes, la matière sèche, les protéines brutes, la matière grasse, l'énergie métabolisable, le calcium et le phosphore. Pour d'autres matières premières clés comme les tourteaux, il faudra bien évidemment regarder les acides aminés en termes de méthionine et de lysine. Ces deux acides aminés, comme je vous le disais, ils sont vraiment essentiels dans la ration alimentaire de vos volailles. Et enfin, vous pouvez également compléter, je dirais, vos analyses avec tout ce qui va être fibres, dont on a entendu parler plus tôt dans ce webinaire, sodium, potassium, magnésium et d'autres acides aminés. Donc une fois que vous avez votre base de travail, donc vos analyses et vos résultats, il va falloir croiser ça avec les besoins de vos volailles. Donc ces besoins spécifiques, vous pouvez le retrouver donc via le lien que vous avez sur la diapo, donc qui vous ramène vers Bio-Bretagne IBB. Ou alors, vous pouvez également demander au sélectionneur de votre souche quels sont les besoins nutritionnels de la volaille que vous avez en production. Une fois que vous avez vos résultats d'analyse, les besoins à mettre en face, il va falloir voir quels sont vos objectifs en termes de production. Quelle est la part minimale, je dirais, d'éléments que vous produisez sur place, que vous souhaitez incorporer, et quelle est la part maximale de ce que vous achetez. Pour, je dirais, combiner un petit peu toutes ces exigences, vous avez déjà le solver sur Excel, mais je dirais que tout d'abord, vous pouvez prendre conseil auprès de vos chambres d'agriculture ou éventuellement des instituts techniques tels que l'ITAVI ou l'ITAB. Dans un second temps, vous avez des solutions, je dirais, qui sont peut-être en accès un peu plus libre, notamment avec le complément Solver que vous pouvez retrouver sur Excel. Donc ce complément-là, ce module Solver, il va vous permettre de pouvoir faire des compromis et des optimisations en fonction des données que vous lui fournissez. Donc là, tout d'abord, en bleu, vous avez vos résultats d'analyse sur les matières premières. Donc on retrouve bien les protéines, les matières grasses et ainsi de suite. En dessous de ça, vous avez en vert les exigences que vous avez retrouvées notamment soit sur le site, soit auprès de votre sélectionneur pour vos volailles. Et enfin, sur la partie droite, donc ce que vous avez en jaune, ça va être là vos objectifs en termes d'incorporation de matières premières et ainsi de suite. Sur la colonne minimale, donc c'est vraiment ce que vous souhaitez au minimum qu'il soit présent dans votre aliment. Donc là, donc ça c'est pas l'exemple qu'on pourrait utiliser sur ce qu'on a fait nous pour les sèves à l'orage, mais là ce que vous voyez par exemple, c'est qu'il veut intégrer 15% au minimum de maïs grain. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, sur la colonne maximum, là, ce sont les valeurs maximum de matières premières que vous achetez et que vous souhaitez incorporer à la ration. Donc, le maximum, vous n'en voulez pas plus. Par exemple, on va se mettre ici, l'éleveur, là, en question, ne voulait pas plus de 20% de poids fourragé dans sa ration. Donc ensuite, cet outil, il va prendre vos différentes contraintes et objectifs. Et ce que vous allez voir sur la colonne grise, intitulée Compo, c'est la composition optimale de chacune des matières premières que vous utilisez. Voilà. Mais avant de se lancer peut-être dans tout ça qui est un petit peu expérimental, je vous conseille fortement de vous rapprocher, soit de votre chambre d'agriculture, soit des instituts techniques. Merci.
Merci Anthony, et je reprends la main une dernière fois pour vous parler des ressources et des livrables. J'ai vu que la question avait été posée de est-ce qu'on aurait le webinaire disponible ou les supports. Donc oui, effectivement, le replay et les supports du webinaire seront disponibles ainsi que les préconisations de façon plus détaillée, des fiches sur les fourrages et sur les essais, ainsi que la vidéo que certains ont peut-être déjà eu le temps de regarder en début de webinaire. Et tous les supports seront disponibles sur le site de notre projet, dont Mathilde vient de mettre le lien dans le chat. On fera également des communications par mail auprès de tous les inscrits au webinaire, donc les participants, mais aussi ceux qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui et qui voulaient le lien du replay. Et on communiquera le plus largement possible sur les réseaux sociaux et dans nos réseaux pour être sûr que l'information parvienne bien jusqu'à vous. Voilà, je ne donne pas de date précise, mais ça va venir dans les prochaines semaines. Et il me reste à vous remercier tous pour votre attention et à tous mes collègues pour leur participation au webinaire avant de passer à un dernier temps de questions et d'échanges.